Salut à tous, bienvenue dans le Daniel Davis Deep Dive Intelligence Brief, le meilleur de ce qu'on a appris cette semaine et les choses les plus importantes qu'on a découvertes pendant la nuit. On va d'ailleurs se lancer tout de suite, parce que tout semble se concentrer sur deux grands sujets autour de la guerre avec l'Iran. À mon avis, il y a vraiment trois possibilités théoriques, en général, mais en pratique, il n'y en a que deux. Soit on bombarde, soit on se retire. En réalité, tout se résume à ces deux options. En ce moment, il y a beaucoup de discussions à Washington, à Tel Aviv aussi, et entre les deux capitales. D'après certains rapports, tout ça pourrait même conduire à une reprise de la guerre dès lundi. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, regardons ce que le président Trump a dit à Bret Baier juste après la réunion de Pékin, alors qu'il rentrait pour affronter cette phase cruciale de décision. Il doit trancher et il essaye d'expliquer à Bret Baier que oui, il ne faut pas s'inquiéter. Toute cette histoire du détroit d'Ormuz, il gère ça et il est convaincu qu'ils vont lui donner exactement ce qu'il veut. Oui, ils ont peur de faire un accord. Ils ne savent pas comment en faire un. Ils n'ont jamais été dans cette position auparavant. Vous allez attendre qu'ils s'y mettent. Eh bien, moi je vais faire ce qui est juste. Je dois faire ce qui est juste. Mais le détroit devrait être ouvert, non? Il devrait l'être. Regardez, bloquer le détroit, c'est très facile. Il me suffirait de dire qu'on a largué une mine quelque part dans le détroit. Vous voyez un petit inconvénient, mais ce n'est pas grave. Le détroit sera ouvert, ils n'auront pas d'armes nucléaires. Le monde continuera de tourner, et vous verrez les prix de l'essence baisser, les prix de l'énergie en général chuter comme jamais. N'oubliez pas, ils ont beaucoup de bateaux chargés de pétrole, prêts à sortir le pétrole dès que tout ça sera terminé. Et je pense que ça va se finir vite. Depuis de très nombreuses années, ils tiennent le monde en otage avec le détroit. Vous savez, ils s'en sont servis à maintes reprises. Ils disaient, on va fermer le détroit. Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils s'en servent comme d'une arme. Mais avec moi, ils ne s'en servent pas comme d'une arme. Et ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs ce que le président Xi a dit hier soir, en souriant un peu, c'était, eh bien, ils ferment le détroit, et toi, tu les fermes. Mais vous pensez qu'ils vont capituler parfois? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils vont capituler, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il y a plusieurs points là-dedans dont je veux parler, parce qu'il faut qu'on soit très clair sur quelque chose. Il a dit, parmi les rares choses qu'il a vraiment dites, qu'il n'y aurait pas de négociation. Et je pense que c'est vrai, même si peut-être pas pour les raisons qu'il imagine. Mais regardons ça de plus près. Il dit, oui, le détroit sera forcément ouvert. Comment ça? Comment compte-t-il rouvrir le détroit? Il a commencé à parler d'un truc, d'une mine. Il a dit que c'était aussi simple que ça de le fermer. D'accord, c'est une des nombreuses façons dont les Iraniens peuvent le bloquer. Mais comment on s'en débarrasse? Ça, c'était complètement absent de sa réponse. Et franchement, respect à Bret Baier parce qu'il a posé certaines questions difficiles. Il a même insisté sur quelques points, il n'a pas posé que des questions faciles. Ou du moins, il a mis en lumière, il a mis sur la table la possibilité pour nous d'obtenir de vraies réponses ici ou de voir où en est vraiment Trump. J'aurais aimé qu'il insiste un peu plus, parce que la première question, celle qui aurait dû venir naturellement après cette déclaration, c'est « Très bien, Monsieur le Président, vous dites qu'ils vont capituler. Mais comment allez-vous les amener à capituler, alors que tout ce que nous avons tenté pendant les 40 premiers jours de la guerre, quand elle était encore dans sa phase la plus intense, n'a pas fonctionné? Près de 14 000 cibles ont été frappées à l'intérieur de l'Iran. Et pourtant, ils ont encore 30 des 33 batteries de missiles, ou usines, ou capacités de lancement, toujours opérationnelles sur le Golfe, le long du Golfe Persique, du Golfe d'Oman et du Détroit.
30 sur 33 sont encore actives. Et bien sûr, ça ne parle même pas des dizaines d'autres, plus loin à l'intérieur du pays, un pays grand comme une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Comment comptez-vous faire ça? Il n'avait pas de réponse, parce qu'il n'y en a pas. Vous avez essayé d'utiliser la force militaire pour les contraindre à rouvrir. Et bien sûr, il faut revenir un peu en arrière. C'est vous qui avez commencé à employer la force, et c'est ça qui a provoqué la fermeture du détroit. Vous voyez, il essaie de dire ici, « Oh, ils l'ont déjà fermé avant ». Je suppose qu'il parle de l'époque des guerres des tankers, sous l'administration Reagan, quand il y avait eu certaines restrictions, et qu'on avait passé, je crois, plus d'1 an à escorter des pétroliers dans cette zone. J'imagine que c'est de ça qu'il parle. Mais à part ce moment-là, il n'y a jamais eu d'autres fermetures. Et même à ce moment-là, il ne l'avait pas complètement fermé. C'est la seule fois que ça arrive, et uniquement parce que nous avons déclenché cette guerre. Alors une fois que ça a été bouclé, là tu te dis « Oh mince », parce que d'après tout ce qu'on entend, beaucoup de gens, et j'ai parlé à certaines personnes ici même dans les dernières 24 heures, disent que le président Trump avait été convaincu par Netanyahou, par des membres de l'armée israélienne, que la guerre serait gagnée en environ 4 jours, que l'assassinat d'Ali Khamenei, le guide suprême, et de toutes les autres personnes qu'ils prévoyaient d'éliminer, toutes les cibles qu'ils allaient faire exploser, tous les dégâts qu'ils allaient infliger au pays, tout ça les pousserait à capituler en 4 jours à peu près. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le président Trump, dans les tout premiers jours, a déclaré « On a gagné ». Oui, on a gagné, parce que tout semblait aller dans ce sens. Les cibles qu'il avait autorisées étaient effectivement touchées, détruites. Et il voyait bien que tout ça se déroulait comme prévu. Donc dans son esprit, il se disait « C'est bon, on a gagné ». C'est à ce moment-là qu'il a dit « Tu sais, reddition inconditionnelle ». C'est la seule chose qu'il accepterait. Tu te souviens, dans les tout premiers jours, quand il disait ça? Puis petit à petit, il s'est fait plus discret sur le sujet, quand il est devenu clair au bout d'1 semaine que ça ne se passerait pas comme prévu. Et les jours ont continué à passer. Là, on a vu que non seulement ils n'allaient pas capituler, qu'ils n'allaient pas s'effondrer, mais qu'en plus, leur emprise sur ce golfe, ou plutôt sur ces détroits, était devenue totalement verrouillée. Et maintenant, il ne peut plus les forcer à les rouvrir. Il a passé tout le reste de ce temps à essayer de les y contraindre. Il n'y est pas arrivé, et il a épuisé une énorme partie de nos missiles offensifs et défensifs dans cette tentative. Alors, si tu as essayé ça et que ça n'a pas marché, eh bien Bret Baier, demande-lui, qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Parce que lui, il fait genre, « Ah oui, oui, bien sûr, on va s'en occuper. » Et puis, il essaie de glisser d'autres trucs au passage. Il dit, « Écoute, encore une fois, toute cette histoire, tu sais, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. D'accord? Mais alors comment tes actions, là, maintenant, vont garantir qu'ils n'en auront pas? Parce que tu as affirmé, évidemment, que l'opération Midnight Hammer en 2025 avait tout anéanti, et tout ce genre de choses. Et maintenant, on a mené toutes ces attaques. Alors, qu'est-ce qui a changé? Tu vas dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Très bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour t'en assurer? Parce que, comme l'a dit Ted Postol dans notre émission, et on va vous en montrer un extrait tout à l'heure, c'est la capacité intellectuelle du côté iranien qui représente le vrai potentiel dans cette affaire. Est-ce qu'il faut négocier ça ou bien tout détruire? Ce n'est pas seulement les installations, ce n'est pas juste la poussière nucléaire, comme il dit. Ce n'est pas ça le vrai problème. Ce qui compte, c'est la capacité intellectuelle, et ça, on ne peut pas la détruire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune capacité nucléaire? Il n'avait aucune réponse à ça. Et ensuite,
Il essaie de calmer tout le monde en disant que les prix qui flambent ici, ce n'est pas si grave. Mais l'essence, par exemple, a littéralement explosé. Ça touche chaque Américain, sans exception. Et c'est pareil ailleurs. En Asie, en Afrique, les gens commencent déjà à rationner. Et maintenant, on est à 2 doigts de voir la même chose dans certaines régions d'Europe. Je veux dire, c'est complètement généralisé. On parle même de rationnement, potentiellement. Mais les prix montent partout, surtout pour le diesel, ce qui évidemment se comprend. Le coût de tout le commerce augmente, parce que tout, le transport routier longue distance, le fret maritime, tout, absolument tout, dépend de ça. Le kérosène, bien sûr, vient en grande partie des dérivés qu'on obtient du golfe Persique. Et ça va pas baisser. Et lui, il dit oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais rouvrir le détroit très bientôt. Tous ces pétroliers bloqués, tout ce pétrole va recommencer à circuler. Bon, soyons très clairs là-dessus, et tout le monde doit bien comprendre ça. Même si, par miracle, on trouve un accord qui rouvre la voie sans qu'on replonge dans la guerre, il faudra des mois, de nombreux mois, avant qu'on retrouve ne serait-ce qu'un débit approchant celui du pétrole. Enchim is zot deretse fort nu Golf avant le conflit. Et quels que soient ces navires, il y en a clairement un bon nombre qui sont là, à attendre de pouvoir partir, et qui peuvent lever l'ancre immédiatement. Mais pour l'instant, ça ne sort qu'au compte-gouttes. Il faut se rappeler qu'on a des problèmes de mise à l'arrêt, à la fois en Iran et dans tous les pays du Golfe, ou du moins dans beaucoup d'entre eux, où ils ont dû réduire, fermer ou ralentir fortement certains puits. Et personne ne sait vraiment comment ça va se passer quand il faudra les redémarrer. Peut-être que tout fonctionnera parfaitement, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y aura de vrais soucis, donc il faudra du temps pour que tout revienne à la normale. Et puis bien sûr, il y a un autre problème plus large. Tous ces super pétroliers, ces VLCC, qui vont devoir venir de partout ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème long, qui va mettre du temps à se dénouer. Le président Trump a complètement tort quand il affirme que oui, les prix du pétrole, de l'essence, tout ça vont chuter dès qu'il aura réglé la situation. Ce n'est pas vrai. Les prix sont élevés et ils vont le rester encore un moment. Il faut juste espérer qu'on n'aggrave pas les choses. Ensuite, il passe à autre chose. On va maintenant aborder certains points de cette même interview à propos de l'une des 3 options possibles. Comme je l'ai dit, en général, il y a 3 options. On peut trouver un accord négocié, on peut se retirer, ou bien c'est la guerre. Voilà, ce sont les 3 grandes catégories. Mais à mon avis, il n'en reste vraiment que 2. Soit on se retire, soit c'est la guerre, parce qu'on a complètement détruit le terrain de la diplomatie, comme Trump le reconnaît d'ailleurs, sans le vouloir, dans cet entretien. On dirait qu'ils jouent avec un très mauvais jeu de cartes, comme vous disiez. En fait, ils n'ont même pas de jeu. Mais ils continuent à jouer. Non, la seule chose qu'ils ont, c'est une presse bidon. Ils savent très bien à quel point on réussit sur le plan militaire. Et puis, à la demande d'un groupe de gens très sympathiques du Pakistan, qui sont très proches de l'Iran, je n'ai pas franchi cette dernière étape. Ils m'ont dit, « Pouvez-vous vous arrêter? On va conclure un accord. » Et on avait vraiment les bases d'un accord. Pas de nucléaire. Ils allaient nous donner la poussière nucléaire, tout ce qu'on voulait. Et à chaque fois qu'ils font un accord, le lendemain, c'est comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Ça s'est produit environ 5 fois. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux. En fait, ils sont fous. Alors, comment voulez-vous mener des négociations avec un pays si vous êtes l'Iran quand le dirigeant de l'autre pays dit des choses pareilles? C'est insensé. Quand vous avez le secrétaire d'État qui parle de fou dans la tête, ou peu importe l'expression qu'il a utilisée la semaine dernière, et ensuite il répète ce genre de propos. Moi, je croyais qu'on avait un accord. 5 fois, j'ai cru qu'on avait un accord.
Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, parce qu'au début de son mandat, l'an dernier, il a dit 5 fois qu'il avait un accord avec le président Poutine pour mettre fin à cette guerre. Et à chaque fois, il change les termes de l'accord. C'est exactement la même chose. Et du côté russe, on a répondu qu'il n'y avait jamais eu d'accord, à moins d'accepter leurs objectifs et leurs exigences sur le plan diplomatique. Oui, on peut en avoir un, mais personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et c'est clairement le cas ici. Donc, vous avez le camp iranien d'un côté et tout ça, et vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ce type ne fonctionne même pas à un niveau cohérent. Alors, comment pourrait-on, en dehors de toute la confiance brisée et des promesses non tenues du passé, comme le retrait unilatéral de l'accord sur le nucléaire en 2018, l'assassinat de leur général en 2020, le fait qu'on ait fait semblant de négocier en 2020, qu'ils fassent semblant de négocier ici, et dans les deux cas, on a fini par lancer une guerre. Et maintenant, vous dites que vous en voulez un autre, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez compris que vous ne pouviez pas les forcer à céder. Just from that, why would they talk to you at all? The answer is they wouldn't unless you surrender to their terms. But then you add on top of it that, and you see that there is no practical path diplomatically. Trump can't agree to anything. He doesn't appear to be able to. And even if he did, why would Iran believe any of it? Why would they act on any of it? Now, for Iran's point, Foreign Minister Abbas Araghchi this week addressed one more time this whole issue that Trump mentioned in that first clip I showed you about, oh, they can't have a nuclear weapon. That's causing a lot of frustration itself on the Iranian side, as Mr. Abbas says here. L'Iran n'a jamais voulu posséder l'arme nucléaire, et nous l'avons prouvé en signant l'accord en 2015. Nous l'avons répété à de nombreuses reprises. Nous ne voulons pas de bombes nucléaires. Ce n'est pas notre politique. Et bien sûr, les gens peuvent regarder ça et se dire, évidemment, il va dire ça. Eh bien, oubliez ça. Ne prenez jamais rien pour argent comptant. Moi, je ne le fais jamais. Je ne prends jamais rien pour argent comptant, que ce soit Abbas Araghchi, Mostafa Hovhanni, Donald Trump ou qui que ce soit d'autre. Je ne fais confiance à personne sur parole. J'écoute tout. Mais ensuite, on ramène toujours les choses à ce qu'on peut prouver sur le terrain. Qu'est-ce que montrent les faits concrets? Et les faits concrets semblent indiquer que c'est exact, qu'ils avaient conclu un accord dans lequel ils ont volontairement renoncé à toutes sortes d'avantages de leur côté et accepté des conditions très contraignantes pour obtenir quelque chose, la levée des sanctions qu'ils subissaient. Ils n'en voulaient pas une nouvelle. Nos services de renseignement ont confirmé qu'ils n'avaient pas de programme d'armes nucléaires. On ne se contente pas de le croire sur Paul. On a pris Tulsi Gabbard au mot, et on a aussi pris en compte toutes les évaluations des services de renseignement occidentaux depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas de programme d'armes nucléaires. Ils n'ont jamais prévu d'en avoir un. La seule chose qu'on a dite, c'est que leur capacité de percer s'est développée. Vous savez, l'enrichissement à 60%, tout ça, ça veut dire que s'ils décidaient de le faire, ils pourraient aller jusqu'à la bombe. Mais ils n'en ont jamais eu. Et quand ils sont passés d'abord à 20%, puis à 60%, c'était toujours en réaction à quelque chose que nous avions fait, une sanction qu'on avait imposée, et toujours avec la condition qu'ils voulaient revenir au terme du JCPOA. Dans ce cas-là, ils réduiraient leur capacité tant que nous respections notre part. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, vous avez vu la frustration sur son visage. On continue d'en parler.
Vous continuez à dire que c'est le point principal, alors que ça n'a jamais existé. And that's the main thing, and that's never existed. So they weren't 2 weeks from Donc, il n'était pas à 2 semaines d'avoir la bombe nucléaire quand on a commencé tout ça. C'était une pure invention, un mensonge total de notre part, catégorique. Et ils ne sont pas non plus à 2 semaines d'avoir la bombe aujourd'hui, contrairement à ce qu'a affirmé il y a quelques jours la secrétaire à l'énergie, Madame Wright. Là encore, c'est complètement faux, un mensonge. Je ne comprends pas pourquoi il continue à dire ça alors qu'il a été prouvé que ce n'était pas le cas. Et même selon le président Trump, si vous voulez une source, prenez celle-là. Il a dit, vous savez, que tout avait été anéanti. On a des satellites qui surveillent jour et nuit. Ils n'y ont pas touché. Et s'ils le font, on commencera à bombarder, et ainsi de suite. Donc c'est physiquement impossible, d'après ce qu'a déclaré le président Trump. physically impossible, according to what President Trump has said. If you want to believe or disbelieve someone, I guess choose him. Si vous voulez croire quelqu'un ou ne pas le croire, eh bien, choisissez votre camp. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont bien frappé ces cibles. On a des preuves concrètes que cette partie-là est vraie, que les sites ont été gravement endommagés. Maintenant, savoir si tout avait été retiré avant, ça reste de la spéculation. On n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ces sites ont bel et bien été touchés. Et il y a des éléments qui montrent qu'il n'y a jamais eu de programme d'armes nucléaires ni de bombes. Alors, si c'est ça votre casus belli pour la guerre, et que c'est sur cette base que vous dites vouloir négocier maintenant, pendant que l'autre camp vous répond « mais je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu », eh bien, sur quoi repose la négociation? Qu'est-ce que vous voulez que je révèle? Si vous voulez que je le redise, je vais le redire. Et il l'a fait. Combien de fois, au cours de l'année écoulée, enfin, ces derniers mois, même avant cette guerre, vous a-t-on montré que tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Mais ils refusent de le faire. Et pourtant, ils répètent sans cesse devant les caméras exactement ce que vous dites qu'ils ne font pas. Vous voyez donc pourquoi je dis qu'il n'y a pas de voie possible pour une négociation. C'est soit on bombarde, soit on se retire. Et il y a clairement des partisans du « on bombarde ». Passons à l'un d'eux, tout de suite, le général Jack Keane, le général Keith Kellogg. Jack Keane, General Keith Kellogg. Ce qui m'a frappé, c'est le respect qu'ils ont pour le président Donald J. Trump. C'était évident. Quand on compare les visites du président Obama à celles du président Trump, il n'y a vraiment aucun doute. Et je pense qu'ils comprennent bien que nous avons le pied sur la gorge de l'Iran et qu'eux ont besoin de l'Iran. Quand on voit que 90% des exportations iraniennes partent vers la Chine pour soutenir leur économie, on comprend que leur économie ne va pas bien. La nôtre, si. Nous, on n'a pas besoin de leur pétrole, eux, oui. Et ils en ont besoin pour faire croître leur économie. Donc, quand je regarde ce qui se passe dans le Golfe, je trouve que c'est une très bonne chose. Le seul qui a été raisonnable dans toute cette affaire, c'est le président Trump. C'est un président de guerre. Écoutez, moi, je ne suis qu'un bruit de fond. C'est lui, le président des États-Unis. Et selon la Constitution, c'est le commandant en chef, le seul commandant en chef. Mais moi, je fais partie de ceux qui vont un peu plus loin. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on prenne quelque chose de valeur pour mettre leur administration, les Iraniens, en danger. C'est pour ça que j'ai dit à plusieurs reprises, prenez quelque chose comme l'île de Keshm ou les îles Farsi dans le détroit. L'idée, c'est un peu comme si on prenait votre voiture ou votre maison. Maintenant, c'est à moi. Vous avez mon numéro, appelez-moi. Vous la voulez de nouveau? Très bien, on en discutera. So, a couple of things from there. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, quand il fait cette déclaration un peu arrogante. Enfin, il y a 2 points. L'un d'eux, en réalité, n'est pas complètement faux. Vous voyez, on a le pied sur leur nuque et on leur fait mal. Notre blocus fait souffrir l'Iran. Et c'est un fait.
J'ai vu ce matin des rapports qui montrent un chômage énorme. Les gens perdent leur emploi, l'inflation explose, tout coûte une fortune. Il y a plein de produits qui manquent parce que les marchandises n'arrivent plus à entrer. Ils ont bien des routes terrestres et ils font encore un peu de commerce par là. Mais c'est une dégradation importante par rapport à ce que c'était avant. Ils souffrent vraiment. Les sanctions, les tentatives de détruire leur monnaie, tout ça a un impact réel sur l'Iran. Ils en paient le prix. C'est indéniable. Mais ce qu'on ne cesse de répéter, c'est qu'ils s'y attendaient. Ils ont déjà connu ça. Ils savent comment en atténuer les effets et ils savent endurer. Alors si certains pensent que, parce que la situation est difficile, ils vont se soulever et renverser leur gouvernement pour nous, eh bien, il va falloir attendre longtemps avant que ça arrive. Et puis, il y a certaines choses qu'il dit qui sont tout simplement fausses. Par exemple, quand il affirme qu'on n'a pas besoin de leur pétrole. C'est l'un des arguments qu'on entend souvent. On n'a pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. On a notre propre pétrole. Alors pourquoi dépendre des autres? Mais si on n'a vraiment pas besoin de leur pétrole, pourquoi le prix du gallon est-il monté à 5 $ aux États-Unis? Franchement, si on ne reçoit pas de pétrole du détroit d'Ormuz, si rien ne vient de là-bas, nos prix à la pompe ne devraient même pas bouger, non? Alors pourquoi ont-ils augmenté? Parce que le pétrole, c'est une marchandise mondiale. Quand le prix grimpe quelque part, il grimpe partout. Tout le monde paye plus cher, même quand on en produit ici. Et une autre raison de cette flambée des prix, c'est qu'on est en train, très bêtement, de donner notre propre pétrole. Et quand je dis « donner », je veux dire le vendre à travers notre réserve stratégique de pétrole. On a donc augmenté les exportations pendant un certain temps parce qu'on ne peut pas simplement ouvrir les vannes et dire « Allez, sortons-en plus du sol et exportons ça aussi ». Non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, on reste un importateur net. Peu importe le chiffre, 3 à 6 millions de barils de pétrole par jour. On doit toujours en importer d'autres sources, parce qu'on est un importateur net. Mais on exporte certaines catégories de produits, ceux qu'on peut produire, parce que le monde en a désespérément besoin, parce que ça compense au moins une partie des pertes venant du Golfe Persique. Donc il a tort quand il dit ça. Et en plus, c'est insensé de vouloir maintenir artificiellement les prix bas en puisant dans notre réserve d'urgence. La raison pour laquelle on a ça, c'est que s'il y a une rupture d'approvisionnement imprévue, on puisse, pour notre propre pays, subvenir à nos besoins. Maintenant qu'on s'en débarrasse, les entreprises qui gèrent tout ça, celles qui ont fait le stockage, elles gagnent de l'argent à l'appel. Donc pour elles, tout va bien. Mais le reste du pays, lui, paie le prix de ses décisions. À chaque fois qu'on va faire le plein, on le sent. Et maintenant, même quand on va faire les courses, parce que le diesel a augmenté, ça coûte plus cher pour l'agriculture. Ça coûte plus cher pour faire rouler les camions, pour transporter les marchandises. Ça coûte plus cher pour les bateaux aussi. Tout augmente, et c'est nous qui payons. Lui, il s'en rend pas compte. Ou alors il ment. Je ne sais pas, mais il a tort. Je peux vous dire ça. Alors, c'est une chose quand un général à la retraite comme Keith Kellogg dit ce genre de choses. On sait que Trump l'écoute. Oui, on le sait. Il a été l'un de ses envoyés pour l'Ukraine. C'est aussi un ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président pendant la première administration Trump. Donc clairement, Trump l'écoute. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est trompé de façon catastrophique à de nombreuses reprises, mais il continue de l'écouter. Cela dit, c'est une chose quand c'est un militaire à la retraite. C'en est une autre quand il s'agit d'un officier supérieur en service actif. Et l'une des raisons pour lesquelles le président Trump peut faire régulièrement ce genre de déclarations du type « on les a détruits », on les a déjà vaincus militairement. C'est peut-être parce qu'il écoute des gens comme l'amiral Cooper.
like Admiral Cooper. The defense industrial base for their drones. Les capacités industrielles de défense pour leurs drones, leurs missiles et leurs marines ont été réduites de 90%. Il leur reste environ 10%. Pour la marine, mon évaluation militaire, c'est qu'elle ne commencera pas à se reconstruire avant 5 à 10 ans. L'époque des drones à 35 000 $, qu'on a vu ces dernières années, surtout dans la lutte contre les Houthis au Yémen, cette époque est révolue. Aujourd'hui, on fait face à une menace accrue avec des drones beaucoup plus sophistiqués. Ils sont à réaction, dotés de capteurs de très haut niveau, capables de guerre électronique et de renseignements d'origine électromagnétique. Donc, les jours où l'on utilisait des défenses très coûteuses pour abattre des cibles bon marché, c'est fini. Au contraire, ce qu'on fait maintenant, c'est utiliser nos propres drones d'attaque à bas coût, à usage unique, pour frapper l'Iran et les obliger à employer des armes plus chères et plus complexes. Je peux donc dire avec confiance que sur bien des aspects, nous avons complètement inversé la courbe des coûts. Flip the cost curve. 90% gone. Faire baisser les coûts, Nonsense. 90% en moins, c'est absurde. C'est manifestement faux. Le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal et CNN ont tous, séparément, publié des informations indiquant que l'Iran possède encore environ 75% de tout ce qu'il avait. Certains rapports vont même jusqu'à dire que ça pourrait atteindre 90% de leur capacité en missiles. Ils les ont toujours. Évidemment qu'ils les ont toujours. Imaginez un peu l'irrationalité de la situation. On serait l'un des pays les plus naïfs de l'histoire si après avoir affaibli militairement un adversaire, après avoir, comme l'a dit Kellogg, gardé le pied sur sa nuque, après lui avoir retiré 90% de sa capacité, on décidait soudain d'enlever ce pied. Et ensuite, on accepte un cessez-le-feu. En gros, on leur dit très bien, allez-y, remettez-vous sur pied. And then you had a ceasefire. So, all right, fella, how about y'all recover? We're going to give you a month or so to get everything. On va vous laisser, disons, 1 mois pour tout remettre en place, ranger vos affaires et dégager un peu les débris sur les flancs de ces montagnes qu'on a abîmées, mais pas détruites, histoire que vous puissiez recommencer à les utiliser. D'accord? Prenez votre temps. Non. Dites-moi juste quand vous serez prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez à quel point ce serait idiot? Et on n'est pas idiot. On ment souvent, oui, mais on n'est pas idiot. Si on les avait réduits à 90%, qu'il leur restait à peine 10%, une toute petite fraction, on aurait intensifié nos attaques. On les aurait frappés encore plus fort. Et là, on aurait eu cette reddition inconditionnelle. On aurait eu notre moment à la USS Missouri, et ceux qui restaient à Téhéran seraient venus, tremblants, un stylo à la main, en demandant « Où est-ce que je signe l'acte de capitulation ?» C'est l'un des gros problèmes qu'on a. On a des types comme Kellogg qui savent probablement la vérité, mais qui mentent. Et puis on a des gens en uniforme, comme l'amiral Cooper, qui racontent des choses illogiques, irrationnelles, qui ne peuvent pas être vraies. Et on le voit bien, ça ne tient pas. Et pourtant le voilà, sous serment, devant Dieu et devant le pays, en train de dire des choses qui, clairement, ne peuvent pas être vraies. Si c'était le cas, ce détroit serait ouvert. On aurait déjà gagné. Mais si le président Trump écoute ce type, et on sait très bien qu'il y a 2 camps autour de lui, un qui défend la théorie du retrait et un autre qui défend la théorie du feu à volonté. Et si le président Trump entend le commandant du commandement central dire ça maintenant, alors qu'il le dise en public et autre chose en privé, ça je n'en sais rien. Je n'ai aucun aperçu de ce qui se passe là-dedans. Peut-être qu'il lui dit la vérité en coulisses, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les autres, ceux de la théorie du bombardons tout, eux, ils ne lui disent pas ce genre de choses. Eux, ils disent qu'il vacille, qu'il est à 2 doigts de craquer, qu'on peut y aller, qu'on va finir le boulot une bonne fois pour toutes. C'est à eux que le président Trump prête l'oreille. Et regardez, j'ai parlé un peu du New York Times tout à l'heure.
The Bombs Away crew L'équipe de Bombs Away semble avoir pris l'avantage en ce moment. C'est un article du New York Times. Deux responsables du Moyen-Orient qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour parler de questions opérationnelles ont déclaré que les États-Unis et Israël sont engagés dans des préparatifs intenses. Des préparatifs, pas seulement des discussions. Le plus grand cessez-le-feu en date est entré en vigueur en vue d'une possible reprise des attaques contre l'Iran dès la semaine prochaine. Un autre reportage ce matin expliquait que les États-Unis et Israël travaillent ensemble, coopèrent et discutent activement aujourd'hui. Et selon ces sources, dans les 24 prochaines heures, ils devraient probablement se réunir et prendre une décision sur la suite à donner. Et peut-être, dès lundi, si jamais ils choisissent l'option des bombardements, on pourrait alors voir quelque chose se passer sur le terrain. Là, vous voyez un des articles du New York Times. L'Iran, de son côté, dit « Écoutez, d'ailleurs en même temps, je crois que je vous ai montré plus tôt cette semaine que notre ambassadeur à l'ONU, Mike Waltz, essaye d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité pour condamner l'Iran d'avoir fermé le détroit d'Ormuz. Comment ose-t-il fermer le détroit d'Ormuz à cause, soi-disant, d'un différend sur un programme nucléaire? On a un peu oublié de mentionner la guerre qu'on a déclenchée. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais la mission iranienne auprès des Nations Unies a publié un communiqué hier. Oui, hier, il a été dit qu'il est désormais parfaitement clair que les États-Unis cherchent à exploiter le nombre de soi-disant coparrains de leur projet de résolution, motivé politiquement et totalement partial, pour fabriquer une fausse image d'un large soutien international à leurs actions illégales en cours, afin de préparer le terrain à de nouvelles aventures militaires dans la région. Si les États-Unis provoquent une escalade, tous les États coparrains partageront la responsabilité internationale aux côtés de Washington pour les conséquences. Aucune excuse politique, ni couverture diplomatique ne pourra les absoudre de leurs responsabilités dans le fait d'avoir facilité, permis et légitimé l'agression américaine contre eux. En gros, ils disent « Écoutez, si la guerre reprend, on ne s'en prendra pas seulement aux acteurs de la région, mais aussi à tous ceux qui s'associent à cette démarche pour essayer de nous condamner. Vous pourriez, vous aussi, devenir une cible. » Je ne sais pas comment ils feraient ça. Je ne sais pas comment ils feraient ça, mais c'est clairement une menace. Pendant ce temps, il y a ce haut responsable iranien, M. Araghchi, qui s'est exprimé sur l'ISNA, leur agence de presse officielle. Il a déclaré « Nous avons renoncé à notre droit souverain sur le détroit d'Ormuz et permis que du matériel militaire utilisé contre nous traverse ce détroit qui appartient à l'Iran. Nous ne le ferons plus. » Et ça, c'est aujourd'hui même. Il fait référence aux informations de la semaine dernière, selon lesquelles 2 navires de guerre américains auraient été autorisés à passer par là. Ils l'ont fait. Ils ont traversé le détroit. Et apparemment, ils auraient essuyé des tirs. Une version qu'on raconte, c'est qu'ils ont essuyé un feu nourri du côté iranien, mais qu'on a réussi à abattre tous leurs drones et missiles, et qu'on s'en est sorti sans autre perte. Du côté iranien, ils disent qu'ils ont tiré des coups de semonce, qu'ils ont prévenu en disant « Partez ou on vous détruit », et qu'après ça, on est parti, puis ils ont tiré quelques coups d'avertissement. Je ne sais pas laquelle de ces versions est vraie. Les deux camps ont intérêt à faire croire que c'est eux qui ont raison. Mais maintenant, ce que dit l'Iran, c'est « Essayez encore une fois. Si des navires de guerre entrent dans le Golfe, on les détruira. » Et ça, c'est depuis cette série d'incidents. Après ça, la marine iranienne a publié une photo de l'un de leurs sous-marins qui avait fait surface dans le Golfe. Ils ont précisé, en gros, « Au fait, nous avons des sous-marins, ils sont en service et ils patrouillent. » Et puis bien sûr, on sait aussi qu'ils disposent de missiles sous-marins.
ce qu'ils appellent en fait des torpilles modernisées qui peuvent être lancées depuis des grottes sous-marines. Pas besoin d'un sous-marin pour ça. Mais ils en ont aussi, et ces engins sont difficiles à repérer parce qu'ils sont assez petits, discrets et plutôt silencieux. Je crois qu'ils fonctionnent au diesel. En réalité, c'est bien plus dangereux que ça en a l'air. Ça peut sembler être une vieille technologie, mais surtout dans certaines zones peu profondes, ces trucs-là peuvent être efficaces. Donc ils disent, oui, ça c'est fini, on ne le fera plus. Alors la question, c'est où est-ce qu'on va aller à partir de là? Et c'est bien ça le problème, parce que les choses s'accumulent. On ne va pas faire de diplomatie, on ne va pas se retirer, on va passer directement au bombardement. Et moi, je prie pour qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, ce serait tout simplement catastrophique pour nos intérêts. D'ailleurs, Alastair Crooke, qu'on a reçu cette semaine, a bien expliqué pourquoi la diplomatie n'est plus vraiment une option valable. C'est qu'on a tellement empoisonné le terrain que plus personne ne nous croit. Il n'y a aucune confiance envers le gouvernement des États-Unis. Je veux dire, ils ont, à 2 reprises, même 3 en réalité, décidé de lancer des attaques surprises en plein milieu de négociations. Donc il n'y a pas vraiment de sentiment de confiance, disons, qu'ils puissent parvenir à un accord. Les Iraniens vont donc insister, d'accord, mais nous voulons que ce soit inscrit dans un traité juridique formel, validé par le Conseil de sécurité ou par le Congrès. Et ça, Trump peut pas faire. La question la plus importante en ce moment, c'est celle de la confiance. Nous ne pouvons absolument pas faire confiance aux Américains. Donc tout doit être précis, tout doit être défini très clairement avant qu'on puisse conclure un accord. Et il est évident que ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir sur le plan militaire, ils ne pourront pas l'obtenir à la table des négociations. À mon grand regret, il n'y a aucun diplomate du côté européen prêt à s'engager, prêt à faire notre vrai métier, celui pour lequel nous avons été formés. Se réunir, chercher des solutions, en proposer à nos capitales. Ceux que je rencontre ne sont que des propagandistes. Or, les diplomates devraient s'écouter les uns les autres et essayer d'informer leur capitale de manière impartiale pour qu'elles puissent prendre les décisions nécessaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est pour moi une grande source de frustration. Mais je pense que je vais continuer mon travail ici et j'essaierai de réveiller au moins quelques-uns de mes collègues avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez, c'était en quelque sorte un montage de plusieurs choses qui se sont passées cette semaine, des choses importantes qu'il faut connaître. Mais ça montre, de façon assez douloureuse, que le problème ne vient pas d'un seul point. On n'arrête pas de refuser d'être cohérent, de tenir parole sur quoi que ce soit. On préfère amadouer, menacer, bombarder. Et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on dit simplement ce qu'il faut pour essayer de l'obtenir. Et si on dit quelque chose et que l'autre camp ne fait pas ce qu'on attend, alors on se rétracte, on s'en va ou on sort de l'accord. Bien sûr, ça ne date pas d'hier. Bush s'est déjà retiré de plusieurs traités de non-prolifération nucléaire à long terme. Trump a fait la même chose. Biden a fait beaucoup de choses qui sont revenues sur certains de nos accords. Il l'a clairement fait avec les talibans. Il a tout simplement oublié ce que l'administration précédente avait mis en place. Et il a suivi son propre calendrier. On a cette habitude à l'échelle du pays. Ce n'est pas une question de républicains ou de démocrates, c'est une habitude américaine. On s'est vraiment habitué à mentir. Et voilà le résultat, ou plutôt le retour de bâton. C'est le prix amer de cette attitude. Alors bien sûr, quand on est assez grand et assez fort, on peut faire ce qu'on veut. On ne s'est pas soucié de tenir parole avec les talibans. Si on l'avait voulu, au lieu du 31 mai, je crois,
qui était la date à laquelle on était censé être parti. Biden n'y a même pas réfléchi 2 fois. Il a dit « Oui, bon, on le fera le 11 septembre. On n'est pas prêt, donc on ne va pas le faire. On n'a rien négocié. On ne va pas tenir parole là-dessus et on va le faire ici parce que c'est bon pour moi. Donc on ne s'en préoccupe même pas. » Et puis bien sûr, tout ce qu'on a avec la partie russe, on peut remonter à 2014, aux accords de Minsk, et ainsi de suite. Et ensuite, tout ce qu'on a évoqué avec l'Iran. On a détruit notre crédibilité. Alors maintenant, quand on a besoin d'un accord, d'un règlement négocié, quand on a besoin que quelqu'un nous fasse confiance, eh bien, ils ne le feront pas. Alors maintenant, il ne reste que 2 options. Partir la tête basse, et partir, c'est encore le moins mauvais des choix. Mais ça oblige quand même à avaler sa fierté. Parce que c'est sûr, vos adversaires politiques vont s'en emparer, braquer les projecteurs là-dessus et dire « Voilà, c'est un énorme échec ». Et vos ennemis, eux, ne manqueront pas de le faire aussi. Donc oui, ça aura l'air mauvais. C'est le moins mauvais, mais ça reste mauvais. L'autre option, la pire, ce serait de dire « Bon, puisque je n'ai plus de crédibilité et que je ne peux plus obtenir de résultats diplomatiques, je retourne aux militaires. » Et ça ne ferait qu'aggraver la situation. Voilà où on en est. Passons maintenant à Robert Burns. Il a toujours des choses très intéressantes à dire cette semaine. Et Nunn, lui, s'est plutôt concentré sur l'idée que Trump ne s'inquiète pas vraiment des questions liées aux accords ou au mandat, mais plutôt de savoir combien d'argent il peut en tirer. Son vrai objectif, à l'origine, c'était de ramener une tête perse à Washington pour pouvoir s'en vanter. C'est pour ça qu'il est obsédé, d'ailleurs, par la poussière nucléaire. Ça n'a rien à voir avec le programme nucléaire. Il veut un trophée. Trump, aujourd'hui, il pense comme ça. Il veut des trophées, encore et encore. Et il veut cette poussière nucléaire pour lui. L'Iran l'a bien compris. C'est justement pour ça qu'ils ne vont surtout pas la lui donner. Enfin, soyons sérieux, ce sont les Perses, tout de même, qui a eu cette idée folle de se dire « Tiens, affrontons l'ours russe, le tigre perse et le panda chinois en même temps. » Les 3 plus grandes civilisations continues de toute l'histoire du monde. Voilà la folie de l'Occident. Mais tout a été mis en pause jusqu'après la Chine. Après la Chine, on verra bien ce qui se passe. Il pourrait y avoir des surprises venant de Chine qui vont choquer la propre base de Trump, parce que Trump envisage, en gros, de conclure toute une série d'accords qui vont l'enrichir. Enfin, les gens devraient se demander pourquoi Tim Cook part-il avec lui en Chine. C'est un adversaire de longue date de Trump. Pourquoi ça se produit? Pourquoi tout un groupe de PDG de grandes entreprises l'accompagne? Trump fait exactement ce qu'il fait depuis 6 mois, voire 1 an. Il fait pression sur les gens. Il utilise la présidence des États-Unis pour enrichir tout un cercle d'amis, de donateurs et de membres de sa famille. Ne soyez pas surpris si avec la Chine, il brade tout. Du genre, oui, je veux que vous veniez posséder ce terrain, cette usine, ce truc-là, mais assurez-vous que mes gars aient leur part. Oui, il faut juste s'assurer que mes gars aient leur part. Et tu sais, les preuves sont là, visibles pour tout le monde. On a déjà parlé de beaucoup de ces affaires. Et à chaque fois que Trump, ces 3 ou 4 dernières semaines, ou même avant, a fait une déclaration qui a fait bouger les marchés, surtout le prix du pétrole, soit très à la hausse, soit très à la baisse, on avait l'impression que quelqu'un savait à l'avance ce qu'il allait dire et quand il allait le dire. Et juste avant, il passait des ordres de plusieurs milliards de dollars. Apparemment, c'est en cours d'enquête, mais j'y croirai quand je le verrai. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que certains empochent des centaines de millions grâce à ces infos. Je suis à peu près sûr qu'ils se moquent complètement du résultat, tant qu'ils touchent leur argent. On va continuer à suivre ça de près.
One of the other things that we had this week was very illuminating. Une autre chose qu'on a eue cette semaine, et qui est vraiment éclairante, c'est qu'on a de nouveau reçu le professeur Ted Postol du MIT. Il est revenu pour creuser un peu cette idée dont Robert Barnes avait parlé, que Trump voudrait utiliser de la poussière nucléaire. On voulait comprendre ce qu'il entend exactement par là, et à quel point ce serait efficace pour atteindre l'objectif d'un Iran dénucléarisé. Le président Trump s'est beaucoup concentré sur ces quelques 440 kilos de matières retraitées à 60%, sur le fait de les faire sortir du pays, de les récupérer, et ainsi de suite. Mais selon le Bulletin of the Atomic Scientists, ils disent « Attention, il y en a bien d'autres ». Et même si l'Iran acceptait de s'en débarrasser, ça ne supprimerait pas pour autant sa capacité, plus tard, à produire une bombe. Ce n'est pas exact. Je pense que le savoir-faire existe déjà chez les ingénieurs et les scientifiques. Et on ne parle pas ici d'une poignée de personnes, mais de milliers de gens, des professionnels extrêmement qualifiés, très expérimentés. Donc ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Et le point que je soulèverai plus tard dans notre discussion, c'est qu'il n'y a aucun espoir de résoudre ce problème par la force militaire. C'est tout simplement impossible. À moins de vouloir transformer tout l'Iran en un champ de ruines radioactifs avec des centaines, voire des milliers d'armes nucléaires et d'exterminer toute la population. Voilà, c'est ça. Vous voulez dénucléariser le pays? Il faudrait tuer tout le monde, le transformer en désert nucléaire en larguant des centaines d'armes atomiques, parce que c'est ce qu'il faudrait faire. Vous vous rendez compte que beaucoup de ces bunkers souterrains, je crois que je vous l'ai déjà montré, comme celui-ci, à Yazd par exemple, sont conçus précisément pour résister à des explosions nucléaires. Je crois aussi vous avoir déjà dit qu'on a une installation similaire, pas très loin de Washington, le centre de commandement en temps de guerre, là où on pense qu'il pourrait y avoir une explosion nucléaire. C'est creusé dans le flanc d'une montagne. J'ai travaillé là-bas pendant un certain temps, pendant l'une de nos guerres, alors que j'étais affecté au Pentagone. Donc j'ai vu ces installations et je sais qu'elles sont conçues pour résister à des explosions nucléaires. Même une explosion nucléaire n'atteindrait pas l'objectif et il garderait la capacité de lancer une seconde frappe. Et à ce moment-là, évidemment, ils se précipiteraient pour fabriquer une bombe. Ils seraient fous de ne pas le faire. Et ils ne sont pas fous, donc ils le feraient. Et ensuite, ils l'utiliseraient. Une fois que vous en avez utilisé une contre eux, vous pouvez être sûr qu'il y en aura une en retour, parce qu'ils en ont la capacité. Et franchement, j'en doute très peu. Et l'une des choses que Ted a dites dans cette émission, que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre chaîne principale, et je vous le recommande vivement si le sujet vous intéresse, c'est que même sans ces 400 et quelques kilos d'uranium enrichi à 60%, ils disposent encore de beaucoup d'autres matières nucléaires qu'ils peuvent retraiter. Et ils ont la capacité de construire de nouvelles installations pour en produire encore plus. Même s'ils se débarrassaient de tout ça, ils pourraient en obtenir davantage. Et avec ces installations, ils pourraient les transformer en nouvelles capacités et produire 1 ou 2 bombes par an, même avec certaines des matières nucléaires les moins performantes qu'ils possèdent. Ce que ça veut dire, c'est que même si vous utilisiez une arme nucléaire contre eux, même plus tard, il y en aurait toujours un qui reviendrait, parce qu'ils ont le savoir intellectuel et scientifique pour le faire. Donc la meilleure façon de les pousser à ça, c'est d'entrer en guerre avec eux et de les bombarder. Et c'est bien ce qui semble se passer. C'est pour ça que je reviens toujours à cette idée de se retirer, que je considère encore comme notre meilleure chance d'éviter une issue désastreuse. Toutes les autres approches, basées sur les bombardements, ne feront que nous mener vers des conséquences potentiellement catastrophiques.
On verra bien ce qu'il en sera. La dernière chose dont je veux parler aujourd'hui, c'est un peu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et malheureusement, il y a eu récemment des évolutions qui remettent ce conflit au premier plan. En fait, pendant la première partie de cette année, et tout au long de la guerre en Iran que nous menons, les Russes ont un peu été en arrière-plan. Ce n'était pas très actif et il ne se passait pas grand-chose sur le terrain. Aucune grande ville n'a été prise ou perdue, rien de vraiment marquant. Il y a eu quelques contre-attaques ukrainiennes avec un certain succès au début, mais elles ont fini par être repoussées. Aujourd'hui, la Russie avance de nouveau, surtout dans la région de Zaporizhia. Ces derniers jours, ils ont commencé à progresser. Et Valery Gerasimov, le chef d'état-major général russe, a déclaré aujourd'hui que, selon lui, l'oblast de Luhansk est désormais entièrement sous contrôle russe. Après avoir achevé la libération de la République populaire de Luhansk, la bataille pour la libération des localités de Novi Svet, Druzhelyubovka et Tcherneshchino se poursuit sur un large front, vers l'ouest, dans la région de Kharkiv. Par ailleurs, les opérations de destruction et de désorganisation des forces ennemies à Sviatohirsk, dans la République populaire de Donetsk, continuent. Les unités d'assaut de la 25e armée mènent toujours des combats de rue pour libérer Krasny Liman, un grand centre administratif et un important nœud ferroviaire. 85% du territoire de la ville sont sous notre contrôle. Крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Alors, Krasny Liman, c'est une ville que la Russie essaie de prendre depuis longtemps. Et comme je le disais, pendant la plus grande partie du début de cette année, il ne s'est presque rien passé. Très peu de mouvements, pas grand-chose de concret. Il y a bien eu quelques échanges de tirs, mais rien de plus. Aujourd'hui, on a l'impression que la Russie concentre ses efforts pour tenter de s'emparer complètement de cette ville. Elle y dispose de véritables points névralgiques qui facilitent la logistique dans d'autres zones. Sur le plan tactique, de nombreux rapports indiquent que la Russie regroupe des troupes à plusieurs endroits en vue d'une offensive de grande ampleur, probablement vers la fin du printemps ou au tout début de l'été. Oui, on entre justement dans cette période en ce moment. Donc apparemment, c'est quelque chose qui pourrait arriver très bientôt. On va attendre de voir ce qu'ils vont finalement faire. Comme je l'ai dit, dans la région de Zaporizhia, dans la partie sud de la ligne de contact, il y a eu plusieurs avancées russes, rien que ces 3 derniers jours. On verra comment la situation évolue. Et bien sûr, on en avait parlé il y a quelques jours, en l'espace de 24 heures. 1500 drones et missiles ont été tirés depuis la Russie vers l'Ukraine. L'Ukraine, de son côté, a aussi riposté avec plusieurs centaines de tirs en direction de la Russie, dont certains ont provoqué des frappes assez importantes sur des installations énergétiques situées en plein cœur du territoire russe. C'est ce deuxième point qui met beaucoup de Russes en colère. Et on voit de plus en plus de responsables publics s'exprimer. Sur Telegram et d'autres réseaux sociaux, il y a pas mal de grogne du côté russe. De la colère contre Poutine, non pas parce qu'il mène la guerre, ni parce qu'il ne la termine pas, mais parce qu'il ne la mène pas plus durement, qu'il ne pousse pas davantage. Ils se demandent, qu'est-ce qui ne va pas avec la direction russe? Pourquoi ne gagne-t-il pas cette guerre? Et il semble que certaines de ces critiques commencent à avoir un effet. Ou bien, selon certains analystes avec qui j'ai parlé, la Russie se prépare depuis un moment déjà à quelque chose de bien plus vaste. Ils avaient besoin que la ligne de front reste active, mais sans trop avancer, parce qu'il leur fallait du temps pour accumuler davantage de ressources. Plus de drones longue portée, plus de missiles,
plus de véhicules blindés et pour former davantage de troupes de combat à l'arrière. Apparemment, tout ça est maintenant presque prêt. Et ce qu'on a vu publiquement venant de quelques figures assez connues du côté russe, Karaganov par exemple, c'est qu'il a déclaré clairement, et on l'a montré plus tôt cette semaine dans l'émission de Glenn Diesen, qu'il devrait tirer des missiles conventionnels sur de nombreux sites et usines militaires à travers l'Europe de l'Ouest, là où sont fabriqués les missiles longue portée, les moteurs de fusées et les drones destinés à l'Ukraine pour les utiliser contre eux. Selon lui, c'est simplement équitable. Pourquoi est-ce que vous devriez aider à tuer des Russes et à détruire des choses, et en plus avoir les mains libres pour le faire? C'est comme ça que résonne, en gros, la logique du côté russe. Et donc, ces gens-là, Karaganov en particulier, disent « J'ai conseillé à notre gouvernement de le faire ». Et si l'Occident ne comprend pas le message, si ça ne les dissuade pas d'arrêter, alors nous devrions passer aux armes nucléaires. C'est ce qu'il a dit, et il n'est pas le seul à l'avoir dit. Comme je disais à la fin de la semaine, écoutez, c'est une chose quand c'est quelqu'un en ligne, par exemple Keith Kellogg, ou même Lindsey Graham, ou d'autres comme Jack Keane, qui disent quelque chose. Ce sont d'anciens responsables. Ils parlent au président, mais ils ne sont pas dans le gouvernement. C'est un peu différent, sauf pour Lindsey Graham. C'est autre chose quand c'est par exemple un ambassadeur. Je voulais donc savoir ce que quelqu'un occupant une fonction officielle au sein du gouvernement dirait face à ce genre de commentaires. Et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à la réponse que j'ai eue. Voici le cœur de mon entretien avec Dmitry Polyansky. Je sais bien que vous n'allez pas révéler de secrets militaires sur notre antenne, ni engager officiellement votre gouvernement. Mais imaginons que les décideurs à Moscou disent « C'est fini, ils sont allés trop loin. Ils ont franchi la ligne rouge fixée par le Kremlin, et maintenant, on va agir. » Dans ce cas, est-ce qu'on devrait s'attendre à une sorte d'ultimatum, un message venant de Moscou disant « Si rien ne change, voilà ce qu'on fera ». Ou bien non, on se réveillerait simplement un matin et un missile tomberait quelque part. Eh bien, je conseillerais simplement à tout le monde de ne pas tester les limites de notre patience ni celles de notre retenue. Le fait que l'OTAN soit désormais directement impliquée dans la guerre contre la Russie, en fournissant son espace aérien aux drones ukrainiens, en installant la production de drones et d'autres équipements militaires sur son territoire, je pense que cela nous rapproche énormément de ce conflit. Et encore une fois, les conséquences seraient très graves pour la population européenne. Et je crois que la population européenne n'en a pas conscience. C'est un véritable lavage de cerveau. On leur répète des arguments comme ceux que vous venez de citer, que la Russie n'osera jamais rien faire contre l'Europe. Moi, je n'en serais pas si sûr. Parce qu'en ce moment, c'est l'Europe qui utilise tout contre la Russie. L'Europe fournit des armes à l'Ukraine. Elle envoie des missiles qui ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord et sous le contrôle de spécialistes venus du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de France ou d'ailleurs. À mon avis, ils ont déjà franchi toutes les lignes rouges. Et si ça continue comme ça, ce n'est qu'une question de temps. Et alors les gens se demanderont, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi la Russie a-t-elle réagi avec une telle dureté, avec une telle détermination? Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Tu vois, même quand il a fait cette déclaration, je me suis dit, attends, il va peut-être ajouter quelque chose, nuancer un peu, dire, je sais pas, qu'il reste encore du temps. Mais non, il s'est arrêté là, net. Il a dit que c'est peut-être déjà trop tard. Il a expliqué que les populations européennes pourraient se demander pourquoi on s'inquiétait autant de ces lignes rouges et ensuite pourquoi la Russie a réagi aussi durement. Et il a dit, voilà, ce sera la raison. Et il a répété que c'était peut-être déjà trop tard.
Alors laissez-moi juste préciser quelque chose ici. Pour beaucoup de gens qui écoutent en ce moment, peut-être même certains amis de notre chaîne, ils doivent se dire « Allez, là tu vas trop loin ». They may be saying, come on, that's too far. Russia's not going to do that. La Russie ne va pas faire ça. Ils peuvent fanfaronner, bien sûr. Ils n'ont cessé de dire toutes sortes de choses depuis le début de cette guerre. Et je parle vraiment de la toute première année, des tout premiers mois. Ils ont agité la menace nucléaire, ils ont proféré toutes sortes de menaces, ils ont dit qu'ils feraient ceci ou cela, et ils n'ont jamais rien fait de tout ça. Alors, soi-disant, les chars, c'était une ligne rouge. On a envoyé des chars. L'artillerie à longue portée, encore une ligne rouge. On l'a envoyé aussi. Rien ne s'est passé. Les F-16, les Tomahawk, non, je crois qu'on n'a pas envoyé de Tomahawk. Les attaques MS, les Storm Shadow, toutes sortes d'armes. Tout le monde disait, si vous mettez ça là-bas, la Russie va riposter. On a tout mis là-dedans. Rien ne s'est passé. Ensuite, on a utilisé le ciblage fourni par nos services de renseignement. On s'entraîne là-bas. Et la Russie n'a jamais rien fait, parce qu'elle ne fera jamais rien. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Parce qu'ils sont intelligents, pas idiots. Ils savent que s'ils font ça, s'ils attaquent quoi que ce soit en Europe de l'Ouest maintenant, alors c'est fini. L'article 5 s'applique et la Russie va se faire écraser. Ou alors, ça peut devenir nucléaire. Et là, tout le monde perdrait. Ils ne sont pas stupides, donc ils ne vont pas faire ça non plus. C'est en gros le point de vue de presque toutes les personnes à qui j'ai parlé. Et dans notre vie, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de gens, peut-être même plus personne, encore en vie depuis la dernière fois qu'une arme nucléaire a été utilisée, en août 1945, au Japon. Pour cette génération-là, la simple idée d'une arme nucléaire était au centre de toutes les préoccupations. Il y avait une peur immense, mais une peur saine de ce que cela représentait. Les gens ne voulaient pas aller trop loin dans cette direction. On a eu, bien sûr, la crise des missiles de Cuba. Et à cause du souvenir encore tout frais de ce qui s'était passé quelques années plus tôt à Nagasaki et à Hiroshima, c'est aussi pour ça que Khrouchtchev et Kennedy ont tous les deux décidé de redescendre l'échelle de l'escalade. Ils en comprenaient les conséquences. Tous les deux avaient combattu pendant la guerre. Ils le savaient. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à gérer cette situation et qu'on s'en est sorti. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le président Eisenhower, quand les Soviétiques ont envoyé des chars en Hongrie en 1956, puis en Tchécoslovaquie, je crois que c'était en 68, la fois suivante. Eh bien, à l'époque, on n'est pas intervenu pour les aider, pas comme on l'a fait aujourd'hui avec l'Ukraine quand cette guerre a commencé. Parce qu'il avait dit « Je ne vais pas risquer une guerre nucléaire avec l'Union soviétique pour un seul pays ici ». Il avait compris le risque d'escalade et il n'était pas prêt à mettre en danger votre sécurité et la mienne. Enfin celle de ceux qui vivaient à cette époque, bien sûr, parce qu'il savait à quel point une arme nucléaire représentait une menace catastrophique et à quel point ce serait dévastateur. Cette conscience-là, on l'a perdue. Ces générations-là ont disparu. Alors maintenant, on n'y pense même plus. On se dit juste que c'est encore une menace de plus, qu'ils ne feront jamais ça, parce qu'ils savent qu'on a toutes ces armes nucléaires et qu'on riposterait. Et donc cette certitude, on pense qu'elle les empêchera d'agir. Mais aujourd'hui, il y a des gens en Russie qui ne raisonnent plus comme ça. Ils disent, vous savez quoi? Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir emprunter cette voie. Et si vous pensez qu'on ne le ferait jamais, vous risquez d'être surpris, parce qu'on pourrait bien le faire. Ce qu'ils voient, c'est que leur pays a été attaqué, à la fois par la technologie, par un soutien matériel et apparemment aussi par un appui aérien récemment venant de l'Ouest contre leur territoire. Et laissez-moi vous poser d'abord une question. Soyez honnête avec vous-même.
Si votre pays, que vous soyez en Grande-Bretagne, en France ou ici aux États-Unis, si la Chine ou la Russie, en passant par un autre pays, disons Cuba, le Canada, le Mexique, un pays voisin, si la situation se dégrade et qu'on se retrouve à combattre ce pays-là, et qu'ensuite à travers lui, il frappe des cibles américaines, des usines, des raffineries, des dépôts, des réseaux électriques et tout le reste, et qu'on sait que ça vient d'eux, que la technologie ne peut venir que d'eux, parce que ni le Mexique ni Cuba n'ont cette capacité, ça ne peut venir que d'eux, et on le sait. Est-ce qu'on va dire, bon, eh bien, on ne peut rien faire, parce qu'on n'est pas directement en guerre avec la Chine ou la Russie, donc on ne peut rien faire? Franchement, je ne sais pas. On frapperait fort le Mexique ou quelque chose comme ça. Mais tu sais bien que ce n'est pas le cas. On hurlerait au scandale. On exigerait que ces pays en paient le prix. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Russie. Là-bas, les gens sont en colère contre leur gouvernement parce qu'il n'a rien fait et qu'il nous a laissé carte blanche pour faire tout ce qu'on voulait en Russie. Et maintenant, ils disent que cette époque doit se terminer. C'est encore plus problématique à cause de l'équilibre des forces entre les deux. Je parle souvent de tableaux comparatifs, tu sais, entre les États-Unis et l'Iran. On est tout en haut, eux sont tout en bas. Mais malgré ça, à cause de la géographie et d'autres facteurs, la situation reste compliquée. Bon, regardons un peu ce tableau, parce qu'il a changé par rapport à ce qu'il était avant 2022, avant 2023, avant 2024 et même avant 2025. Parce que maintenant, tout l'Occident, on s'en est tellement vanté depuis l'administration Biden, en parlant de ces 50 pays, surtout d'Europe de l'Ouest et de tout ce qu'on a fourni, des dizaines de milliers de véhicules de combat, des millions d'obus, des centaines de millions de munitions de toutes sortes, des dizaines de milliers, peut-être même plus, de missiles, des missiles intercepteurs, des missiles offensifs, des missiles de croisière à longue portée, toutes sortes d'armes. Et on en a tellement donné à l'Ukraine. Tout ça a simplement été consommé, brûlé. And our industrial capacity, because we're not at war, we don't have a wartime economy, we've marginally escalated them and expanded them. Marginally. Not a lot, but a little bit. And so our outgoing missile inventories is huge because it is a wartime situation, but we're not replacing it. So our inventories keep draining. Then now that in 10/7/2023, then you've added avait envoyé tout un lot de ces mêmes catégories de missiles à Israël. Puis, en 2024, on peut reprendre là. On a commencé à agir contre les Houthis. On a utilisé encore plus de missiles. Et en 2025, avec l'opération Midnight Hammer, on en a perdu encore beaucoup. On en a aussi donné beaucoup plus à Israël pour les utiliser contre l'Iran, à la fois des intercepteurs et des missiles offensifs. Ils en avaient vraiment fini. Et puis bien sûr, il y a eu cette guerre. En 40 jours à peine, on a déjà subi une énorme ponction et on parle même d'en commencer une autre. De l'autre côté, du côté russe, la situation est différente. Eux, ils sont passés sur un pied de guerre, aussi sur le plan économique. Ils ont pratiquement mobilisé toute leur économie pour l'effort militaire et leur industrie de défense tourne maintenant plusieurs fois plus vite qu'avant. D'après certaines estimations que j'ai lues et selon des experts avec qui j'ai parlé, ils pourraient même aller plus loin. Ils n'ont pas lancé une mobilisation totale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils parlent d'opération militaire spéciale et non pas de guerre, parce que ce terme impliquerait un autre niveau de transformation industrielle. Mais même sans aller jusque-là, ce qu'ils ont fait est déjà considérable. C'est plusieurs fois plus qu'avant. Mais depuis environ 18 mois, ils passent leur temps à accumuler toutes les catégories d'armes que nous, on a vidées.
Il faut bien comprendre que c'est pour ça que la situation est si dangereuse. C'est impensable, parce que ça remet en cause tous les repères qu'on a connus depuis notre naissance. Mais si on regarde l'équilibre des forces, nous, on a épuisé nos stocks, alors que la Russie, elle, a reconstitué les siens, notamment en missiles. On l'a vu dans plusieurs conflits. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les guerres d'Israël contre le Hamas, le Hezbollah, au Yémen, en Syrie et partout ailleurs où ils se battent. Et maintenant, la nôtre contre l'Iran. Toutes les principales capacités de drones, ainsi que les offensives et défenses de missiles les plus importantes, nous avons épuisé nos ressources. On essaie de reconstruire une partie de nos drones, mais c'est très progressif, surtout si on compare à ce que fait la Russie, qui est à un tout autre niveau. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les calculs ne sont plus les mêmes qu'avant, à cause de nos décisions insensées et de toutes ces guerres inutiles qu'on n'aurait jamais dû mener. Alors maintenant, la Russie se trouve dans une position où, théoriquement, et je précise bien, je n'ai aucune information sur ce qui se passe réellement au Kremlin, absolument aucune. Je ne fais que lire les signes comme vous ou écouter les déclarations publiques. Mais ce que je peux vous dire, et ce que je constate, c'est que même si nos capacités défensives et offensives sont affaiblies par rapport à ce qu'elles étaient, et que notre capacité industrielle reste à un niveau de temps de paix, il nous faudrait des années, vraiment des années, pour atteindre un niveau de production de guerre. Et les Russes, eux, y sont déjà. Ils ont d'énormes stocks dans toutes les catégories offensives et défensives qui comptent. D'après la plupart des estimations, leurs réserves sont immenses. Alors, à partir de cette position, s'ils font le calcul, ils peuvent se dire « on peut lancer des missiles conventionnels ici », et il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour en arrêter un seul, qu'il s'agisse d'hypersonique ou d'Iskander. On frappera tout ce qu'on veut, et en gros, vous n'avez pas de défense aérienne capable de l'arrêter. Et si vous dites « comment osez-vous faire ça ?» Article 5. On va entrer en guerre avec vous, les 32 pays de l'OTAN, contre la Russie. Il faut bien comprendre une chose, je me fiche du nombre de pays. C'est pas ça qui compte. La seule chose qui compte, c'est votre capacité de production. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez produire, ce que vous avez prêt à défendre et ce que vous avez prêt à utiliser pour attaquer. Et c'est comme ça, du côté russe, c'est comme ça. Voilà la réalité. On peut voir que la Russie, d'une manière qu'on n'a jamais connue de notre vivant, pourrait aujourd'hui se trouver en position de prendre un risque. En se disant, eh bien, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne cessez pas votre soutien à la guerre en Ukraine et que vous ne la faites pas cesser immédiatement, alors nous pouvons intensifier le conflit et nous pouvons vous surpasser. Mais bien sûr, si ça devient nucléaire, si on en arrive à la destruction mutuelle assurée, alors tout le reste n'a plus aucune importance. Peu importe qu'on ait rien et qu'ils aient tout. Si les deux camps possèdent l'arme nucléaire et qu'on en vient à utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est la fin du jeu pour tout le monde. Tout le monde perd. Ce qu'on ne sait pas, c'est que jusqu'ici, on s'est rassuré en se disant que justement, à cause de ça, la Russie ne franchirait jamais la première étape, parce qu'elle sait que la cinquième mènerait à la destruction mutuelle assurée, et qu'ils ne sont pas suicidaires. Ils ne vont pas faire ça. Mais imaginons qu'ils fassent un autre calcul. Imaginons qu'ils se disent, bon, vous savez faire des maths, et que, comme vous comprenez que l'étape numéro 5, c'est la destruction mutuelle assurée, vous n'allez pas franchir l'étape numéro 2. Ce serait une décision radicale, et j'espère vraiment qu'ils ne la prendront pas. Parce que je crains les hommes faibles et insensés, terrifiés à l'idée de mourir, mais qui ont un bouton nucléaire à portée de main. Ils pourraient y recourir de manière irrationnelle,
sans faire ce calcul. J'espère que la Russie ne nous mettra pas dans une telle situation. Mais malheureusement, nos actions insensées jusqu'à présent ont rendu ce scénario tout à fait plausible. Parce qu'ils peuvent dire « J'en ai marre que tu continues à frapper, et en plus tu accélères ». Ce n'est même plus une simple continuation, c'est une accélération, parce que l'Ukraine a eu plus de succès en frappant plus loin, plus profondément et avec plus de précision à l'intérieur du territoire russe. Et maintenant, ils utiliseraient, soi-disant, l'espace aérien de pays de l'OTAN, en plus de la technologie, du renseignement et du soutien au ciblage que tout le monde sait que nous fournissons. Alors voilà, on continue à faire ça en se disant que grâce à la dissuasion nucléaire, la Russie ne fera jamais rien. Donc on peut tout se permettre. Ils n'ont pas réagi à tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est bercé d'illusions en pensant qu'on détenait toutes les cartes de l'escalade et que par conséquent, la Russie ne ferait jamais rien. Et donc, on se croit libre de jouer dans leur arrière-cour, de tout faire exploser et de se dire « Ah ah, regardez-les ». Mais imaginons que la Russie dise « On ne joue plus à ce jeu-là. Maintenant, c'est à vous de commencer à transpirer. » C'est possible. Je le répète, je n'ai aucune information confidentielle, je ne sais pas si ça va arriver, mais je suis suffisamment inquiet quand je vois les types d'armes en jeu, le manque de stock de notre côté et les quantités énormes de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on doit vraiment surveiller de très près. De la même façon qu'on doit se retirer de cette guerre en Iran, il faut mettre fin à celle entre la Russie et l'Ukraine pour écarter ces scénarios de la table. Parce que si la Russie prend cette décision, on pourrait se retrouver face à une frappe nucléaire potentielle. Et que Dieu nous vienne en aide si des hommes faibles et imprudents ou arrogants du côté russe sont ceux qui décident pour nous tous. Espérons que ça n'en arrive pas là. Émission un peu lourde aujourd'hui, les amis, mais il faut qu'on reste libre, sans peur et sans compromis pour vous dire la vérité. Voilà les faits qui circulent, voilà ce que certains affirment, et voici les éléments essentiels que vous devez connaître. Je ne veux pas que qui que ce soit pris de court ou surpris par tout ça. Et si vous connaissez des gens, dans votre pays, où que vous soyez, parlez à vos responsables politiques, parlez à vos dirigeants, et dites-leur qu'il est temps d'arrêter d'agir stupidement et de retirer ces guerres de la table pour qu'on puisse revenir à une vie à peu près normale, sans craindre une escalade nucléaire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je vais voyager pendant environ une semaine, donc il y aura un peu moins d'émissions. Gary en fera sans doute quelques-unes tout seul. Mais s'il se passe quelque chose d'important, je trouverai un moyen d'apparaître à la caméra. Je serai là de temps en temps. Je ne prends pas la semaine de congé, mais il y aura peut-être un peu moins d'épisodes que d'habitude. Je voulais simplement vous prévenir. On se retrouvera dès qu'il y aura des infos importantes dans le Daniel Davis Deep Dive. Et n'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils ont besoin de savoir ce que vous savez déjà. Ils peuvent le trouver là où ils écoutent leur podcast d'habitude. Il suffit de leur en parler.